est-ce que je vais mourir moi aussi? J'ai répondu oui d'une voix tranquille. C'est le cycle de la vie. Humains, lapins nains, requins blancs, on est tous logés à la même enseigne. Je me suis retenue de le bombarder de questions. J'étais fière de mon détachement, d'être cette mère ouverte avec qui on peut parler de tout. On est passé à autre chose. J'ai lu une histoire, bordé la couette aux imprimés licornes et refermé doucement sa porte. Deux heures plus tard, une fois dans mon lit, j'ai réalisé que j'avais complètement merdé. Mais j'aurais dû lui dire qu'avant de mourir, une longue vie l'attendait. Qu'est-ce qui m'a pris? Bien sûr que tu vas mourir, mon poussin. Allez, bonne nuit. C'est pas possible d'être aussi toxique. C'était bien la peine d'acheter tous ces bouquins sur la parentalité bienveillante. Et j'hésite à le réveiller pour rattraper le coup avant que l'angoisse ne s'immisce dans ses replis inconscients et lui dire que sa vie sera longue. Et belle aussi. Juste longue, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et c'est ce que je lui dis le lendemain matin, à la première heure. Je lui annonce sa vie longue et belle, telle une prophète en peignoir. Il répond à peine en mâchouillant sa tartine. Alors, il ne pose pas la question, mais bien entendu, moi, c'est pareil, je ne meurs pas, c'est pas au programme. Ou alors, vieille, super vieille, il aura sa vie, il s'en rendra à peine compte. Je sais que certains parents sont plus courageux que moi. Alors que ses enfants l'ont questionné, une amie leur a dit que on ne pouvait pas savoir, que normalement on meurt vieux, mais on est à l'abri de rien. Moi, je m'y résous pas. Je n'arrive pas à laisser mes enfants avec ce peut-être. Déjà qu'on scoltine des Disney avec à chaque fois des parents qui clament 8 minutes après le générique. Des contes aussi traditionnels que cruels, sans parler de Babar, dont il faut systématiquement sauter la page 3, vous voyez, quand sa maman est tendue et qui pleure à cause de ces connards de chasseurs. Les larmes de crocodile sont peut-être fausses, mais les larmes d'éléphant, elles sont terribles. Oui, je mens, oui, je camoufle. Mais de toute façon, Babar, c'est pour de faux. A-t-on déjà vu un éléphant en redingote? Je crois que la naissance de ma petite fille a de nouveau ouvert la brèche. Souffle, pouls, palpitations. Comme s'il m'avait fallu fabriquer de la vie pour la savoir si fragile. Serrer contre moi cette minuscule densité, son ventre collé au mien, son abandon contre ma peau et le creux de mon cou qui guérit tout. J'ai si peur de perdre. J'arriverai jamais à me débrouiller avec cette pensée, à lui faire une place, qu'elle se tienne, qu'elle se taise. D'abord, il faut faire avec l'idée que tout dépend de nous, et puis que plus rien ne dépendra de nous. Quel est le pire? J'aimerais tellement réussir à prendre de la distance, accepter, m'injecter de la philosophie en intraveineuse. Mais les plus grandes joies sont talonnées par la peur. Et si ça disparaissait? Heureusement, il me reste l'agitation. Les journées très remplies, le travail, comme c'est pratique le travail, pour s'offrir des angoisses plus digestes, leur donner forme humaine. Et tandis que je flirte avec le burn-out, au moins, je ne pense pas à la mort. Et d'ailleurs, je manquerai pas de lui dire si elle se pointait me voir avec sa faux sur l'épaule. Désolée, j'ai pas le temps, je bosse, moi, là. Le dictaphone a enregistré ma voix qui bégait lorsque je tente d'expliquer tout ça à Gabriel. Je veux lui dire ma peur de la mort, mais ça vient pas tranquillement, ça bute, ça lapsus, et je m'entends dire « j'ai meurs ». Le métier de Gabriel, c'est d'être là quand la catastrophe a eu lieu. Elle travaille avec les morts, à cet endroit que je fuis.
Elle et moi nous sommes rencontrés par hasard, j'ai entendu son rire, j'ai vu ses yeux briller. Alors j'ai dit, j'aimerais que tu me parles. Tu sais, parfois, les gens insistent. Mais pourquoi tu fais ça, Gabriel? Sous-entendu, c'est quoi ton problème? Certaines personnes ont un vrai mouvement de recul. Mais comment tu peux faire un travail pareil? Sur les forums, des internautes disent que mon métier les dégoûte. Tu vois, il y a des gens qui posent beaucoup de questions, certains ne veulent rien savoir, et d'autres réclament des détails. Puis souvent, ça part en déconnade. Les gens veulent bien entendre parler de la mort, mais faut que ce soit drôle. Et puis, tu vois, ça peut réveiller des souvenirs aussi. Si je sens que la personne en face est en train de replonger dans un deuil, je tente de bifurquer. Au début de ma carrière, pour répondre à la curiosité des gens, il m'arrivait parfois de parler des deuils que j'avais vécus pour expliquer ma reconversion. Mais au fond, j'en sais rien. Ce métier m'a attirée, j'ai essayé, j'ai douté. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir pris cette décision. Quand je travaillais dans une agence de communication, personne ne me demandait jamais pourquoi. Alors que c'est une vraie question, non? Aujourd'hui, je ne sais plus de me justifier. Et puis, ma famille m'a soutenue dans mon choix de réorientation. Avec ma mère, on a toujours parlé de la mort librement. Tu sais, il y a quelques jours, un souvenir m'est revenu. J'avais 5 ans quand mon arrière-grand-mère est décédée. Son corps était installé dans la salle à manger et j'avais insisté pour la voir. Je me souviens de sa peau tannée, son ventre gonflé. J'avais dit à ma mère, « Mamie était enceinte ?» Je pense que ma mère a bien fait de me laisser aller la voir. J'avais posé des questions et puis elle avait pris le temps de me répondre. Avec mon père, c'était différent. Quand son père est mort, on n'en a plus jamais parlé. Le mot cancer, on ne pouvait même pas le prononcer. Mais, tu vois, je crois que c'est encore plus effrayant quand on n'en parle pas. C'était dans les années 60. J'étais même pas née, même pas dans un ventre, même pas dans un rêve, comme dirait mon fils. L'histoire de la mort de mon grand-père tient en une poignée de mots, toujours les mêmes. Alors qu'il rentrait de vacances avec femme et enfants, mon grand-père a percuté une voiture de plein fouet. Il ne l'avait pas vue à cause d'un faux plat et boum, la voiture. Lors d'un déjeuner, je raconte cette histoire à une amie. Elle s'étonne. Un faux plat? Tu es sûr? Parce qu'un faux plat, c'est presque plat. L'incrédulité de mon amie m'oblige à examiner ce mot de plus près. Elle a raison. Maintenant que je l'extrais du récit et le regarde avec distance, je réalise que c'est le même mot que j'utilise quand je suis à vélo, que la route monte un peu ou descend un peu, mais enfin, ça n'empêche pas une voiture d'arriver. Il y aurait donc 2 faux plats. Celui de mes sorties à vélo, celui du dictionnaire, enfin celui de tout le monde en fait, et celui de mon grand-père. Je connais cette légende familiale depuis que je suis toute petite. Mon père l'a toujours racontée posément, sans effet de manche, avec ce geste du bras qui faisait se dresser un mur. Ça avait l'air tellement logique. Le faux plat du grand-père, c'était pas de la blague. Hein. C'était un piège, une fourberie du destin, que dis-je, un immonde traquenard. Personne n'aurait pu s'en sortir, un truc pareil, pensez-vous. Et dans ma tête de gamine s'ouvrait un